Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument.com. Et jusqu'au 31 décembre, profitez d'une offre de réduction de 20% sur votre tout premier abonnement à ciel et espace en utilisant le code podcast. Rendez-vous sur cielespace.fr/abonnement, sélectionnez la formule d'abonnement qui vous convient, papier, premium ou numérique, puis renseignez le code podcast, PODCAST. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et récits astronomiques seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2023. Mercure fait une apparition dans le ciel du soir le 8, Vénus brille près d'un croissant de lune le 9, les étoiles filantes géminides atteignent leur maximum d'activité le 14, la lumière cendrée illumine la Lune le 15 et Vesta est à l'opposition le 22. Pour commenter ces événements, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous fera le récit d'un événement passé dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, je me tourne donc vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une anecdote liée à la petite ou à la grande histoire de l'astronomie. Et le sujet de votre chronique aujourd'hui, c'est un certain monsieur Eugène Delporte. Oui, exactement, belge de son état. Il a travaillé dans les années 20 à l'élaboration du nouveau catalogue d'étoiles, ou du moins à la détermination des constellations telles que l'UAI les a donc présentées à la presse en décembre 1930. Et donc Eugène Delporte a eu la tâche quand même difficile de devoir finalement segmenter, frontiériser les délimitations des constellations. Alors il y a eu un choix qui a été fait de manière collective, quel type de constellation utiliser. Vous savez que ça fait extrêmement longtemps que les hommes et les femmes aussi ont délimité le ciel en constellations. Les premiers astérismes sont devenus donc ces dessins plutôt mythologiques, légendaires. On doit les premières cartes du ciel, vraiment une carte du ciel assez aboutie, celle d'Eudoxe de Cnide par exemple. Une carte qui contenait 44 constellations, j'y arrive. On est à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ, et donc il y avait moitié des constellations chez Eudoxe qui étaient d'origine mésopotamienne. Donc en gros, toutes les régions que vous avez entre le Tigre et l'Euphrate, c'est en gros l'Irak et la Syrie d'aujourd'hui, et l'autre moitié des constellations plutôt inspirées de la mythologie grecque. Il faut savoir que la plupart des constellations donc notées par Eudoxe de Cnide au IVe siècle sont encore en usage aujourd'hui. Une des plus anciennes est certainement la Grande Ourse, même si bien souvent la Grande Ourse, on la réduit à son principal astérisme qui figure plus une casserole qu'autre chose. Et donc, c'est vrai que tout au long de l'histoire, il y a eu comme ça des ajouts successifs de constellations en fonction des cultures, des envies, des nations également, ou des guerres entre astronomes aussi. Eh bien, les constellations avaient tel ou tel nom. Et aujourd'hui, on parle aussi de pareidolie. Finalement, quand on regarde le ciel, un petit peu comme ceux qui voient des images dans les nuages, eh bien, chacun d'entre nous, que ce soit Cyril, que ce soit vous David, moi ou même Nicolas qui se trouve derrière la console ingé du son, eh bien si on regarde le même ciel, on ne verra pas forcément les mêmes images avec les mêmes interprétations. Et donc dans les années 20, à une époque où l'astronomie devient vraiment internationale, où les colloques se créent, où les échanges entre astronomes prennent de l'ampleur, même s'ils existent depuis déjà très longtemps, eh bien, il faut se mettre d'accord sur les termes employés concernant le nom des étoiles et des constellations, et surtout à cette époque où l'astrophysique débute et on utilise des instruments de plus en plus performants qui nous permettent de voir des objets vraiment invisibles à l'œil nu. Il faut savoir exactement où on regarde. Et donc Eugène Delporte, son grand travail, c'était de délimiter les contours des constellations choisies à partir des ascensions droites et des déclinaisons. Un travail extrêmement difficile et laborieux. Je pense qu'il a dû s'arracher les cheveux à faire ce travail vraiment redoutable. Alors, beaucoup d'astronomes, après ces travaux, on râlait, comme souvent, prétextant que tel objet de Messier, par exemple, devait appartenir à telle constellation ou telle étoile à une autre. Mais bon, il a fait quand même tout le boulot, tout le sale boulot, donc maintenant c'était fait. Voilà. Et tous les râleurs, j'en connais aucun qui a refait le travail derrière, voilà, pour faire à sa convenance.
Alors aujourd'hui, vous savez que toutes les constellations qu'on utilise viennent de ce catalogue officiel, donc rendu officiel par l'UAI en 1930, donc 88 constellations réparties sur les deux hémisphères. Vous savez que le ciel est divisé en deux hémisphères comme la Terre d'ailleurs. Vous projetez l'équateur terrestre sur le ciel et vous avez un équateur céleste qui va donc diviser le ciel en deux hémisphères, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Chacun sait qu'à nos latitudes, on peut malgré tout voir des étoiles du ciel austral. La constellation d'Orion, par exemple, est une constellation assez universelle, puisque les 3 étoiles de la ceinture se trouvent sur l'équateur céleste. Et donc, vous avez là une constellation qui, finalement, se trouve à peu près à moitié nord du monde et à côté moitié sud. Finalement, quand je dis du monde, c'est pas que la Terre, c'est le monde avec un grand M. C'est également de tout le cosmos dont je fais part. Et puis, petite précision encore, parmi toutes ces constellations, la très grande majorité sont d'origine soit mythologique, surtout pour les constellations boréales, ou des origines plutôt mathématiques instrumentales pour les constellations australes, puisqu'on a inventé beaucoup de constellations de l'hémisphère sud avec, par exemple, tous nos explorateurs, la boussole, le réticule, le sextant, etc. Et malgré tout, parmi ces constellations qui ne sont ni mythologiques, ni des instruments plutôt scientifiques, vous en avez 2 qui trouvent leur origine dans l'histoire. Je pense à l'écu de Sobieski, ou aussi à la chevelure de Bérénice, qui fait référence à Bérénice, l'épouse du pharaon Ptolémée III, qui partit en guerre. Eh bien, Bérénice avait supplié les dieux finalement que son mari revienne sain et sauf, et elle mettait ses cheveux en sacrifice en espérant que son époux revienne. Le roi revient triomphant en plus, et donc elle s'exécute, elle coupe ses jolies tresses, on la disait très belle cette dame avec de très beaux cheveux, et elle dépose les cheveux sur l'autel, et les cheveux ont été volés durant une nuit, et l'oracle a décrété que c'était les dieux qui avaient récupéré les cheveux et les avaient placés dans le ciel. Et donc aujourd'hui on retrouve les cheveux de Bérénice dans ce qui fut jadis la queue de la constellation du Lion, donc une constellation qui revient actuellement, on est au mois de décembre, mais le ciel du printemps revient en deuxième partie nuit. Et bien il y a une pensée à l'opposé de Régulus dans la constellation du Lion. Et bien il y a quelques petites étoiles comme ça, faibles d'éclat, qui sont justement la chevelure de Bérénice, les vrais cheveux peut-être. Très bien, merci beaucoup pour cette évocation du travail méticuleux et on l'a compris sans doute très difficile de Jeanne Delporte. Nos rendez-vous du mois de décembre commencent avec Mercure. Alors la discrète petite planète sera visible le 8, mais comme toujours basse sur l'horizon. Cyril, vers où il faut la chercher, Mercure ? Sud-ouest, il va falloir regarder sud-ouest à la tombée de la nuit là. Elle sera dans la constellation du Sagittaire. Alors on ne le voit pas le Sagittaire parce que là c'est encore dans les lueurs, il n'y a plus la théière. Elle est à peu près à 20 degrés à gauche du Soleil, donc c'est relativement près. Il faudra attendre à peu près que le Soleil soit couché, donc vers 17h pour commencer à tenter de la voir. À 17h30, elle sera à 4 degrés au-dessus de l'horizon. Donc il y a encore les lueurs, ça veut dire qu'il va falloir un horizon sud-ouest complètement dégagé, voire même être un peu en hauteur par rapport à l'horizon, ça sera mieux. Paire de jumelles, là, c'est quand même le plus simple pour essayer de voir la planète, et vous verrez effectivement comme un petit point si vous voulez. Donc il faut avoir, je pense le mieux c'est d'avoir Stellarium pas loin, avoir sorti une carte pour repérer par rapport aux étoiles du Sagittaire exactement où elle est, pour être sûr que le point que vous êtes en train d'observer c'est bien Mercure. Et ça change tout quand on sait que c'est Mercure. C'est notre étoile. Sinon c'est du baratin. Voilà, c'est pas pareil. Bon, ça reste chaud patate quand même au final. C'est quand même bas sur l'horizon et pas gagné. Pas gagné, mais à tenter. Donc ça vaut le coup, si vous êtes en particulier à la montagne, pourquoi pas. Alors à la montagne en général, il y a quand même des montagnes. Donc c'est peut-être mieux au bord de la mer. Au sommet de la montagne. Sur un sommet. Voilà. Si vous êtes au sommet d'une montagne, peut-être que vous avez. Vous êtes à Saint-Véran, c'est bon, ça passe. Un bel horizon vers l'ouest, on a compris. Par contre, prenez des moufles et une écharpe en montagne. C'est vrai que nous sommes au mois de décembre. Alors le 9, beaucoup plus brillante, cette fois-ci, Vénus sera visitée par un fin croissant de lune. À l'œil nu, le spectacle promet d'être splendide, Sébastien, et ça se
passe à l'aube, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Le soleil se lève vers 8h30 et une heure avant son apparition, donc vers 7h30, on a la Lune et Vénus qui se trouvent à peu près à 22 degrés de hauteur, donc assez haut finalement, même si les lueurs de l'aube commencent à arriver. Eh bien, les deux astres restent quand même très lumineux, on le sait, et contrairement à ce qu'on aura pu tenter de voir le mois d'avant pour certains, eh bien, là il n'y a pas d'occultation, mais voilà, il s'est passé à peu près un mois depuis l'occultation du mois dernier, et donc la Lune a fait un tour finalement autour de la Terre, ou presque, et du coup on la retrouve à peu près dans le même champ stellaire, tout simplement. Donc vous avez la Lune et Vénus qui, là, le 9, auront une distance angulaire de 4,5 degrés. Donc vous voyez, c'est quand même assez loin. Malgré tout, la Lune, rappelez-vous, c'est 1,5 degré. Il y a toujours ça en tête. Et puis, ce sera l'occasion de jeter un petit coup d'œil au-dessus de la Lune, à 8 degrés au-dessus de la Lune. Eh bien, l'étoile Spica. Par exemple, ça vous permet de retrouver des étoiles très lumineuses, finalement, dans cette fin de nuit. Voilà. Cyril, est-ce qu'on peut faire une photo d'un phénomène comme celui-là ? Après tout, c'est l'aube, ça doit être assez joli. Oui, c'est rigolo, ça devrait être plutôt sympa. C'est juste avant d'aller au boulot. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt tendance, comme Sébastien l'a dit, ça se lève assez tôt, en fait, à 5h, mais vers 7h du matin, elle sera à 20 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, si vous êtes prêt entre 7h et 7h30 pour faire les images, vous aurez encore les lueurs, enfin, le début des lueurs du jour. Donc, ça peut être assez joli, puisqu'en fait, vous allez avoir à la fois cette lumière, cette lune cendrée. Les deux là sont donc à un peu moins de 5 degrés l'une de l'autre. Donc si vous voulez juste isoler la Lune et Vénus, il va falloir prendre au maximum un 400 mm de focale, donc qui fait 5 degrés par 3 degrés. Là, donc dans la diagonale, ça rentre tranquille. Donc vous pouvez cadrer comme ça au 400 mm. Et puis sinon, une photo qui est quand même assez jolie, simple à faire, c'est d'avoir les lueurs, d'avoir cette lune, d'avoir Vénus. Alors là, vous n'aurez pas un petit croissant de Vénus, vous aurez juste un petit point avec un premier plan. Et donc là, selon que vous soyez avec un appareil full frame, donc plein pot, ou un APS-C, il faudra en gros être avec un 50 mm ou un 70 mm pour avoir les 20 degrés au-dessus de l'horizon. Donc assez facile, et puis là vous mitraillez, c'est-à-dire que vous faites une première photo, si c'est surexposé, vous sous-exposez jusqu'au bon moment. Il faut faire un petit peu attention parce que si vous démarrez trop tôt, en fait, vous n'aurez pas les lueurs du jour et vous risquez en fait d'avoir une image qui est très très sombre, pas très jolie. Le premier plan ne va pas se détacher. Et si vous attendez trop, c'est-à-dire que le jour s'est levé, là, c'est-à-dire que vous avez une vitesse qui fait que vous n'avez plus la lumière cendrée. Donc ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait ce qui est joli dans une image comme ça, c'est d'avoir le contour de la Lune, d'avoir Vénus, d'avoir le total. Donc il faut vraiment prévoir une tranche d'une demi-heure entre 7h et 7h30 pour faire l'image. Et est-ce qu'il faut une sensibilité particulière ? Non, là vous pouvez être en très basse sensibilité, et même votre smartphone, c'est tellement... Enfin maintenant les smartphones c'est tellement tolérant que juste au smartphone, ce qu'il faut savoir sur les smartphones, c'est que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut être capable de le mettre en mode professionnel, donc en mode pro, de le débrayer complètement, et sur les modes pro, sur les Android, vous avez la possibilité de choisir la sensibilité, donc là vous pouvez descendre tranquillement, vous descendez, montez le chiffre. Vous descendez le chiffre ou vous montez le chiffre, mais là c'est bien, c'est pas mal de le descendre, en supposant que vous ayez un trépied photo quand même et une pince pour tenir le smartphone. Et puis vous avez la possibilité de choisir la vitesse d'obturation. Donc l'appareil, vous essayez. Et ce qui peut être pas mal, en fait, c'est de débrayer la mise au point. C'est-à-dire qu'il se peut que la mise au point ne marche pas selon la luminosité, etc. Donc là, vous la faites à la main aussi. Et puis, il manque encore une chose, la balance des blancs. Oui, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que maintenant, vous avez sur ces téléphones en mode pro, la balance des blancs que vous pouvez ajuster. Donc là aussi, c'est l'endroit où il y a un cas et vous déplacez pour avoir des belles couleurs, quoi. Là, vous le faites à l'œil. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Donc on peut tenter cette photo avec un smartphone pro pour pouvoir le débrayer, tout ce qu'il faut, si j'ai bien compris. Parfait, on passe au 14. Alors le 14, c'est le maximum d'activité des étoiles filantes Géminide. Le pic a lieu en début de soirée, je crois. Sébastien, c'est l'occasion d'observer le ciel en famille. Après les étoiles filantes, il y en a quelques-unes. Oui, complètement. On en attend à peu près 60, au moins 60 par heure d'étoiles filantes. Vous le disiez, en début de soirée. En plus, la nuit tombe très tôt. Donc c'est vraiment une observation en famille par excellence. Ça nous rappelle aussi qu'il ne faut jamais négliger un ciel d'hiver.
aussi pour les étoiles filantes, il n'y a pas que les Perséides du mois d'août, bon sang. Et puis là aussi, en regardant un petit peu le ciel, en cherchant à compter les étoiles filantes, on peut se balader dans le ciel d'hiver, la constellation d'Orion, l'étoile Sirius, Procyon, Castor et Pollux, les Pléiades, que sais-je encore. Donc beaucoup de choses à voir. Petite anecdote concernant ces étoiles filantes. En général, vous savez, les pluies d'étoiles filantes sont toujours associées au passage d'une comète. Là, le doute est permis. Soit on parle d'une comète morte, donc une comète qui aura laissé derrière elle pas mal de poussière qui aujourd'hui deviennent ces étoiles filantes. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais on apparente plutôt l'apparition de ces étoiles filantes à un astéroïde. Phaéton. Alors il y a une controverse chez les spécialistes, chez les astronomes, puisque l'astéroïde a la bonne position pour éventuellement donner naissance à ces pluies d'étoiles filantes, mais ce qui pose problème, c'est la masse qui s'échapperait de l'astéroïde n'est pas conforme finalement aux observations des étoiles filantes. Donc il y a un petit sujet d'études autour de l'origine réelle de ces fameuses étoiles filantes, et ça c'est quelque chose à suivre finalement. Donc vous les regardez, puis voilà, on s'interroge un petit peu d'où elles viennent vraiment ces poussières. Ouais. Et il faut se souvenir que les astéroïdes peuvent tout à fait éjecter des particules, puisque ça a même été photographié, je crois, par la sonde Osiris-Rex, sur l'astéroïde Bennu. Il a fait des photos splendides, on voit des petites pierres qui s'échappent comme ça de l'astéroïde. Donc il n'y a pas que les comètes qui dispersent de la poussière dans l'espace, les astéroïdes c'est possible aussi. Donc les étoiles filantes géminides, c'est pour le 14. Le lendemain, le 15, une autre scène à photographier ou bien à admirer à l'œil nu. La Lune offre une belle lumière cendrée. Cyril, c'est à quelle heure et dans quelle direction? Ça doit être assez facile à trouver quand même. Oui, là c'est facile parce que c'est le soir. Là, donc c'est le coup d'avant, le 9, c'était le matin. Fallait se lever un peu tôt. Là, c'est le soir. Donc le soleil se couche un peu avant 17h. Là. Et en gros, de 17h à 17h30, vous avez encore le côté heure dorée, c'est-à-dire un petit peu jaunâtre du ciel. De 17h30 à 18h, vous avez vraiment l'heure bleue. Et à partir de 18h, donc, vous allez avoir donc, cette lumière cendrée qui est dans le ciel, qui commence à être trop sombre, à la limite, qui sera 7 degrés au-dessus de l'horizon sud-ouest. Ça veut dire que moi, j'aurais tendance à démarrer les photos entre 5h30 et 6h, quoi. Donc c'est assez tôt, là, faut quitter le travail un peu tôt. Donc c'est facile à voir, c'est facile à prendre en photo. Même stratégie que. Oui, c'est même stratégie, c'est-à-dire que c'est un trépied, soit vous le faites à l'arrache directement avec le smartphone, soit vous êtes plus sérieux, c'est-à-dire que vous avez pris l'appareil photo ou le smartphone sur un trépied, vous avez tout mis en mode manuel et vous allez jouer à la fois sur la sensibilité, l'ouverture, etc. Classiquement. Très bien, on rappelle que la lumière cendrée, c'est le clair de terre vu sur la Lune. Et on rappelle aussi que c'est Léonard de Vinci, je crois, qui a été le premier à découvrir l'explication de ce phénomène. Et à l'écrire. Alors, si je rajoute une chose, parce que tout le monde n'a pas fait le choix d'un Android. Il y en a qui sont restés qui ont des iPhones. Sur les iPhones, alors les derniers qui valent des milliers d'euros, je pense que maintenant c'est débrayable, il y a un mode professionnel. Mais sur les anciens, vous êtes obligé de télécharger des petites applications comme RAW+, ou comme une autre application qui s'appelle Exposition Low, qui vous permet en fait de débrayer l'appareil sur ces iPhones, et donc vous allez pouvoir, comme sur le mode pro des Android, avoir accès au temps de pause, à la sensibilité, à la colorimétrie, etc. C'est vrai que c'est fascinant. J'ai un copain là, Vincent, il nous écoute et il fait des images fabuleuses avec son iPhone, donc c'est vrai que c'est assez séduisant. Très bien, merci, parce que j'aurais cherché un temps incroyable sur mon iPhone. Comment le débrayer? Sur ton iPhone, tu ne peux pas le débrayer. Oui. Directement, tu peux pas, sauf sur les derniers, là, les derniers, tu dois pouvoir. Mais sur les précédents, sur les vieux, sur le très vieux que tu as, donc qui doit être le même que moi. J'ai un iPhone 6, je pense que c'est une antiquité. Je pense l'amener aux galeries de paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle bientôt. Donc tu peux. Dernière date de notre calendrier, le 22 décembre, qui est d'ailleurs le jour du solstice d'hiver. Alors ce jour-là, Vesta est à l'opposition. Attardons-nous peut-être un peu sur cet astéroïde. Sébastien, on parle rarement des astéroïdes. Est-ce que vous pouvez nous présenter Vesta ? C'est un bel astéroïde, dis donc, environ 550 mètres de diamètre. Il est rond alors.
Oui, il est assez rond. D'ailleurs, on a hésité à le classer dans les planètes naines du système solaire. Oui, un peu comme, Cérès c'est une planète naine. Oui, exactement. Donc Vesta faisait partie des candidats. Découvert par Olbers en 1807. Olbers, c'est celui du paradoxe. Alors, c'est pas son prénom, paradoxe, mais vous connaissez paradoxe d'Olbers. Et donc, ce garçon a également découvert Pallas. Voilà. Et figurez-vous que donc là vous le disiez, l'astéroïde est à l'opposition, ce qui veut dire qu'il est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, un peu comme une pleine lune. Il va briller toute la nuit, il va se lever quand le Soleil va se coucher, se couchera quand le Soleil se lèvera. Mais comme il n'est pas très lumineux, eh bien, il n'est pas forcément aisé de le débusquer, bien que sa magnitude soit de 6,2 actuellement et que certains prétendent pouvoir le voir à l'œil nu, puisque figurez-vous que parfois, ça c'est la théorie, mais certains estiment qu'en pratique, ils peuvent le voir à l'œil nu, eh bien, l'astéroïde en question est parfois plus lumineux qu'Uranus. Et on sait que voir Uranus à l'œil nu, c'est possible, mais c'est quand même très délicat. Eh bien, certains peuvent tenter le coup avec Vesta actuellement, donc tenter de débusquer l'objet. Donc avec une paire de jumelles en tout cas, il est clairement perceptible. Au télescope, on ne verra bien sûr aucun détail. Et il est à chercher, alors ça c'est assez amusant, non pas dans la constellation du Taureau ou des Gémeaux, c'est à peu près le secteur dans lequel il se trouve, mais il est dans la constellation d'Orion. Donc là, pour le coup, Orion est une constellation du zodiaque, si on estime que l'astéroïde en question est une petite planète, Donc voilà, donc le zodiaque, ça déborde un petit peu quand même. Je rappelle que la bande d'Acal, c'est une bande de 16 degrés de part et d'autre de l'écliptique, enfin 8 degrés de part et d'autre de l'écliptique, donc 16 degrés de large, et donc ça englobe plus de constellations que les 13 constellations zodiacales, mais je m'égare. L'astéroïde Vesta a été visité par la sonde Dawn en 2011, et donc on a quand même de jolies images de sa surface et surtout pas mal d'informations concernant l'astéroïde Vesta. Voilà, un des plus gros, un des principaux astéroïdes bien sûr. Très bien, donc tentez d'observer Vesta qui est donc à l'opposition le 22 décembre. C'est désormais l'heure de la chronique photo de Cyril. Vous nous accompagnez chaque mois vers la réussite d'une belle photo du ciel. Vous nous avez déjà beaucoup parlé de photos dans cette émission, mais cette fois-ci, vous allez nous parler de focus picking, vous m'avez dit. Oui, de la mise au point. Alors, pour ceux qui écouteraient pour la première fois la rubrique, c'est-à-dire que la première chose qu'on fait quand on fait une photo de nuit, enfin le premier souci qu'on a, c'est de faire la mise au point. Il fait nuit, c'est-à-dire que les étoiles ne sont pas assez lumineuses pour arriver à utiliser l'autofocus. Donc classiquement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on prend son appareil numérique, on met l'écran donc de arrière au maximum, c'est-à-dire que vous poussez la luminosité à fond, vous regardez soit dans l'œilleton si vous avez un hybride, soit sur le système Live View à l'arrière de l'appareil photo, vous ouvrez l'objectif à fond, vous mettez l'ISO aussi à fond, donc après vous changerez les réglages bien sûr, et puis vous pointez une étoile assez brillante, et à ce moment-là vous faites un petit peu par itération, puisque il va falloir tourner la bague. Vous êtes mis en mode manuel, vous tournez la bague de telle sorte que l'étoile que vous pointiez soit la plus petite possible. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une première photo, vous vérifiez que tout est à peu près net, et puis quand c'est net, c'est parti. Ça c'est classiquement ce qu'on fait. Ça peut être assez fastidieux. Alors en général, vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui est très loin. Ça, c'est si vous êtes sur de la photo de paysage. Mais si vous êtes au télescope, vous n'aurez pas forcément le choix. On avait parlé aussi des masques qu'on mettait à l'intérieur, que je vous avais fait fabriquer en imprimante 3D avec des trous dans un sens, etc. Enfin, des lignes dans un sens, dans l'autre sens, pour céder à la mise au point en faisant des tâches de diffraction. Il y a aussi l'autre solution qui est fait à l'arrache, de faire en gros, de prendre un papier, un carton, de faire 2 petits trous à l'avant, de le poser devant l'objectif, et pareil, tant que vous avez 2 étoiles, la mise au point n'est pas faite, et quand il n'y a plus qu'une seule étoile, la mise au point est faite. Et maintenant, sur les nouveaux boîtiers numériques, entre autres sur les hybrides, vous avez une fonction qui s'appelle Focus Packing, qui est une aide visuelle à la mise au point. Donc là c'est assez génial, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand vous êtes net, les objets nets passent dans une autre couleur. C'est vous qui l'avez défini sur le menu. Alors il y a quelques subtilités encore, parce qu'en fait j'ai mis un petit temps à comprendre sur Nikon, puisqu'en fait Nikon ils l'ont pas appelé Focus Packing. C'est ce qui aurait été plus simple. Ils disent mise en relief de la mise au point.
Donc il faut savoir que mise en relief, c'est ce système-là. Une fois que vous avez compris, ça aide un peu. Et donc vous avez plusieurs, dans le menu, vous avez plusieurs possibilités. C'est-à-dire que sur cette mise en relief, c'est-à-dire que vous pouvez détecter plus ou moins, changer la couleur. Vous pouvez dire que c'est pas, enfin rouge, ça va par défaut, c'est rouge. Et donc à ce moment-là, en fait, quand vous allez faire la mise au point à la main, c'est-à-dire vous croyez que c'est net, bon, il y a une image normale, et tout d'un coup, au moment où ça passe net, c'est-à-dire que l'étoile devient un petit point rouge. Et s'il y a plusieurs étoiles, elles se voient en rouge. Donc c'est assez génial, c'est assez pratique, ça marche à chaque fois. Et c'est pareil, c'est-à-dire que vous le faites à la main, ça change. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous fermez l'objectif, c'est-à-dire que vous jouez sur la profondeur de champ, ça vous permet en plein jour, par exemple, de regarder les zones de netteté. C'est-à-dire que si vous le gardez en plein jour, si vous êtes pleine ouverture, donc vous faites la photo sur le visage de Sébastien, par exemple, vous aurez le visage net, mais si vous fermez l'objectif, vous allez pouvoir avoir un peu derrière, un peu devant, vous jouez sur la profondeur de champ, un petit peu comme sur nos anciens boîtiers argentiques où on avait un petit bouton qui nous permet de fermer un petit peu le diaphragme pour voir la zone de mise au point nette, de netteté. Donc c'est assez pratique en fait, voilà, c'est ça. Très bien, donc merci beaucoup pour cette astuce. Donc le focus picking sur les nouveaux appareils photo. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Je déroule la liste à chaque fois pour vous dire que vous avez toute liberté. Il faut évidemment que ça parle d'astronomie. Sébastien, à vous l'honneur. C'est Noël. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Bah oui, pour mes enfants, évidemment. Bah oui, alors lequel ? Oui, Starfield. On en a parlé dans Ciel Espace. Exactement, ouais, c'était très très bien vu. Alors c'est un jeu qui mêle beaucoup science-fiction et un petit peu science, mais science-fiction quand même et science, voilà. Donc édité par l'éditeur américain Bethesda, un jeu en grande partie réalisé par un monsieur qui s'appelle Todd Howard, que les fans de jeux vidéo connaissent très bien pour d'autres publications. Et donc Starfield est un jeu d'action et d'aventure. Donc vous commencez le jeu par découvrir un petit film cinématique, on dit dans le langage des gamers, qui vous place un petit peu l'histoire, le contexte, une histoire vraiment très intéressante que je ne peux pas trop dévoiler au risque de trop dévoiler de choses, voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu fabuleux parce que vous commencez par créer votre personnage avec une partie de son histoire, son passif, homme, femme, peu importe, voilà. Et finalement, vous partez à l'aventure dans la galaxie. La promesse, c'est d'explorer à peu près 1000 planètes qui sont très très bien rendues, modélisées. Et c'est un jeu au long cours, je vous préviens, c'est un jeu qui demande une certaine part d'investissement, comme parfois des livres un peu compliqués. Des romans très longs. Ça explique tes cernes là. Ça peut expliquer en partie les cernes. Là, j'en suis à une 50aine d'heures de jeu. Sur une journée ? Sur une journée, bien sûr. En tout cas, mais pas sur Terre. Non, c'est un jeu sérieusement qui demande effectivement plusieurs dizaines d'heures de jeu pour voir le bout de son histoire principale. Mais des joueurs qui ne sont pas forcément des gens qui passent leur vie à jouer vont y passer plusieurs centaines d'heures, mais réparties sur plusieurs années. Ce sont des jeux en fait qui ont des durées de vie de plusieurs années. Ça fait depuis 2018 que le jeu avait été annoncé et que pas mal de gens l'attendaient, puisque c'est vraiment, ça peut s'inscrire dans des sagas de science-fiction un peu comme Star Wars ou Star Trek, plutôt Star Trek d'ailleurs. Donc si vous êtes fan de Star Trek, eh bien là, vous êtes le héros, le Captain Kirk, c'est vous finalement. Et vous partez comme ça à l'exploration des planètes avec toujours des petits éléments scientifiques plutôt bien trouvés. Et voilà, c'est un jeu vers lequel on peut revenir assez régulièrement, mais qui demande voilà, un petit peu d'investissement. C'est un jeu qui se joue sur PC et sur console Xbox. Donc les gens qui sont fans de Switch, de Nintendo Switch, ne pourront pas jouer à ce jeu-là. C'est un jeu plutôt pour adultes. Voilà, non pas qu'il soit érotique, mais parfois un peu violent aussi dans ses propos. Et est-ce qu'on voit les oreilles de Spock pointues Et non, il n'y a pas que les oreilles pointues qu'on voit, effectivement. Voilà. Donc c'est Starfield, votre coup de cœur, Sébastien, pour ce mois de décembre. Cyril, quel est votre coup de cœur ? C'est un coup de cœur que j'ai pas encore vu, j'en ai juste entendu parler. La nouvelle directrice m'a conquis au final. C'est Cosmocité, c'est sur ma route des vacances quand je pars dans les Alpes en fait. C'est juste après Grenoble, à Pont-de-Clé. C'est le nouveau planétarium qui vient d'ouvrir depuis un mois. Et associé au planétarium, donc il y a un planétarium classique, c'est-à-dire que c'est une séance animée avec le ciel du jour associé à un film. En ce moment, c'est un film sur les exoplanètes. Associé à ça, en fait, il y a une salle immersive et
là, ça m'a assez scotché. C'est-à-dire que vous avez en fait un escape game, vous rentrez à plusieurs dans cette salle, vous avez un écran au fond, un écran à droite, un écran à gauche, un écran sur le sol, et il va falloir vous en sortir. Donc ils vont changer régulièrement. Alors pour l'instant c'est la première aventure, ça s'appelle High Score Adventure, et je vous lis le pitch. Ouais. Allez, j'y vais. Donc là, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle. J'ai fait un copier-coller. C'est bien d'avoir précisé. Oui, je préfère préciser. Pour ceux qui c'est pas de moi, oui, c'est l'émission précédente. Moi, c'est pour de vrai là, parce que je l'ai pas vu, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et les gens, enfin, j'ai discuté avec des gens qui l'avaient fait, qui ont été conquis. L'hélicoptère qui devait transférer les échantillons prélevés sur le glacier a malheureusement fait s'envoler toutes les étiquettes. Plus aucun moyen d'y s'y retrouver. La directrice d'expédition, est furieuse, et tous vos travaux sont tombés à l'eau. À moins que vous n'arriviez à tout analyser avant la prochaine conférence sur le climat. Donc ça me plaît bien. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et il faut quand même un bon niveau scientifique, j'ai compris, pour arriver à s'en sortir. Donc voilà, donc Cosmocité, c'est à Pont-de-Clé, sur la route de la montagne, là, en allant à Sisteron ou à Gap. Gap, c'est l'endroit où je suis né, alors forcément, je connais. Évidemment. Et donc il faudra vous arrêter, voir ce nouveau musée, et puis surtout participer à ces nouvelles activités. Très bien, donc on retient Cosmocité sur la route des vacances dans les Alpes pour s'en sortir dans cet escalier d'un genre à peu près un peu nouveau quand même. Eh bien écoutez, les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître et bien sûr, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel et Espace. C'est aussi d'ailleurs une idée de cadeau pour vos proches. Bonne fête et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.